Salut les amis, salut à tous, comment allez-vous en ce beau lundi venteux comme toute la semaine? Il y a eu du vent toute la semaine, c'était un petit peu chiant, mais on est là, bienvenue à tous, salut Ricky, salut Slim, et salut à tous ceux qui nous regarderont en replay sur YouTube. Donc d'ailleurs, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Vous connaissez le référencement. Ça fait toujours plaisir et on va donc parler de ce match de l'Olympique de Marseille. On va faire un débrief rapide parce qu'il n'y a pas un milliard de choses à dire sur ce TFC OM qui s'est soldé par un match nul, 2 buts partout, finalement assez bien payé parce qu'on pensait le perdre ce match, et finalement il y a eu un but venu d'ailleurs de Faris Moumbagna, son deuxième de la semaine, mine de rien. Donc Faris Moumbagna nous sauve encore du pire, d'une défaite qui aurait un peu refroidi l'ambiance. Là, on peut se dire qu'on a été chercher quelque chose avec 1 milliard d'absents dans une équipe qui jouait devant son public, qui a plus grand chose à gagner, à perdre surtout, et qui était animé d'un certain enthousiasme. Là, on a réussi à aller chercher un truc. Il faut le prendre, il faut se dire qu'au niveau de l'état d'esprit, revenir dans les arrêts de jeu, bon. Voilà. Après, le problème, c'est que ça craint un petit peu au niveau du classement, mais ça c'est une autre histoire d'ailleurs, puisque l'on parle de Faris Moumbagna. Il en est à combien de buts? On va aller voir ça ensemble. On va aller voir ça ici, si Transfermarkt veut bien s'ouvrir, parce que c'est correct ce qu'il fait pour l'instant, Moumbagna. Alors certes, ça paye pas forcément de mine. C'est pas toujours très académique, pour reprendre la fameuse expression de Stéphane Guy à propos de Kostas Mitroglou, mais voilà, il l'a marqué parce que en fait le problème c'est que là tout va être mélangé. Grosso modo, il est à 4 buts, une passe décisive en 14 matchs avec l'OM. Je pense que on doit être à peu près là-dessus, parce que ça, c'était, il a mis un but en Europa League, et il en avait mis pas mal en Conference League. Donc je pense pas non plus que ce soit un joueur de stade qui va faire des saisons à 25 buts, mais vraiment, je continue de me dire que la comparaison que nous a un petit peu amené Ras la dernière fois avec Brandao, elle fait sens, parce que forcément il y a des différences entre les deux joueurs, c'est indéniable. Ils ont des caractéristiques qui leur sont propres, mais par contre, voilà, je pense que c'est des joueurs qui, au-delà des différences dans le jeu de tête ou peut-être dans les appels, dans ce genre de choses, c'est des deux joueurs qui ont avant tout une puissance physique, et qui mettent à mal qui embêtent, pour ne pas dire autre chose, les défenses par leur dimension physique, et par leur dimension physique qui est un peu inhabituelle à ce niveau-là, à ce poste-là. Donc ils font chier les défenses adverses, et ils arrivent à mettre leur petite dizaine de buts par saison. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. J'en parlais avec des amis ce week-end, et je leur disais, moi je me souviens que quand Brandao arrive, Eric Guéret se dit, j'aurais bien aimé faire l'accent belge, mais je sais pas le faire, malgré mon nom de famille. Il dit un truc du genre, c'est un chasseur. Il parle de Brandao comme un chasseur, et il dit c'est un mec qui va chasser les défenseurs adverses, et qui va leur mettre la pression, etc. Je pense que Moumbagna, ça peut être un petit peu ça. Salut Ras, salut Allumette. Salut tout le monde, salut Nico, et je pense que ça peut être un petit peu ça, l'idée de Moumbagna, c'est que ça peut être un peu un chasseur, quelqu'un qui amène cette dimension physique, cette dimension physique pour ennuyer les défenses adverses, et que ça peut faire du bien, parce que ça vous occupe d'avoir un Moumbagna sur le dos. Donc si pendant ce temps-là
Si pendant ce temps-là, vous avez des Aubameyang qui partent dans votre dos ou des Ndiaye qui courent dans tous les sens, ça peut être utile, ou même des Ismail Assar quand ils vont revenir. Donc, il faut prendre la caractéristique de Moumbagna et il faut se dire qu'en plus de ça, il a encore des choses à travailler. C'est ce qu'a dit Gasset hier en conférence de presse, notamment techniquement, il y a des choses qu'il fait encore, qui fait encore de manière un petit peu pâteau, on va dire, genre typiquement cette fameuse action où contre Benfica il reçoit une longue transversale et il nous fait un amorti de la poitrine qui est tout sauf amorti et qui envoie le ballon à 3 mètres. Bon, ça, il faut qu'il le travaille. Il faut qu'il travaille certains trucs sur des touches de balle, peut-être même se simplifier la vie, en fait. Des fois, j'ai l'impression qu'il fait des choses un peu trop compliquées. Mais à ce prix-là, et si tu arrives à limiter la casse sur Vitinha, en fait, Moumbagna, c'est aussi un peu un Vitinha à moindre prix si ça marche. Donc voilà. Donc l'Olympique de Marseille a fait match nul. Où est-ce qu'elle est la truc de c'est pas Marseille-Benfica, donc on va retourner à un milliard d'onglets, bien sûr. Vous connaissez, c'est normal, c'est bon, on va faire comme ça sinon. Voilà, Olympique de Marseille, voilà. Donc l'Olympique de Marseille a fait match nul. D'abord un petit point classement. L'OM n'est pas très bien, puisque l'OM est 9e, mais l'OM a un match en retard. Et si l'OM s'impose face à Nice ce mercredi, eh ben, l'OM repasserait 7e. Donc ce qui serait toujours pas exceptionnel quand on est l'OM, c'est toujours pas bien. Mais je pense que là, il faut vraiment se mettre en tête que les dernières choses à accrocher, c'est ces 6e, 7e places, quoi. C'est un petit peu ce qui reste, en sachant que tu vas aussi recevoir Lens, que tout le monde ne va pas faire des 100%, et peut-être aussi que si tu es un petit peu trop optimiste, comme je vais l'être maintenant, tu peux aussi te dire, tu peux aussi te dire, bon. Là, l'OM a eu le truc le plus dur dans son calendrier, puisque t'es passé par Rennes, PSG, Lille et même Toulouse. C'était pas si simple à l'extérieur, même si bon, c'était pas si simple. Mais si tu veux être une équipe qui joue l'Europe, il faut aller t'imposer à Toulouse. Donc voilà, t'es une équipe qui joue la toute petite Coupe d'Europe, mais là même avec Nice et Lens, mais Nice et Lens c'est à domicile, t'es absolument désastreux cette saison à l'extérieur, donc au moins il te reste 5 matchs de championnat, dont 3 à domicile. Tu peux te dire que c'est des opportunités pour prendre des points, et il faudra absolument que tu arrives à t'imposer à Reims qui est en roue libre, ou au Havre qui est en train de dégringoler là ces dernières semaines, alors qu'il semblait être à peu près sauvé là, ça va très très mal. Donc s'il pouvait déjà être relégué ou déjà sauvé pour le dernier match, ça pourrait être sympa. Et dans tous les cas, l'objectif c'est clairement objectif 6e. Je pense que 6e, moi tu me dis on fait 6e, on est je pense que c'est je pense qu'on est vraiment bien, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Je signe. 6e, je signe parce que vu la saison, etc. Et puis, vaille que vaille en Europa League, on verra bien ce qui arrivera. On espère le plus beau, mais en championnat, il faut viser la 6e place. Donc revenons sur ce match d'hier. On va aller voir un petit peu les performances. Alors c'était, encore une fois, forcément, c'était très très bizarre la composition, mais c'est malheureusement l'OM doit faire avec ce qu'il a. Il ne peut pas faire autrement avec les joueurs qui sont dispo. Il n'y en a pas des masses, donc voilà, parce que ce qui était annoncé là plus haut, c'était pas du tout ça. En fait, ça s'est animé, oui, plutôt avec une défense à 3, même si là le 22, le 22 c'était qui? C'était Gay, si je dis pas de bêtises, ou c'était le 17 Gay, je sais plus, entre le 22 et le 17. Dans tous les cas, c'était il y avait plutôt un milieu de terrain qui revenait pour faire le
le troisième défenseur, et dans mon esprit, c'était plutôt Pape Gueye. Et oui, mais ici t'as pas les numéros. Ah aussi non, c'est leur âge. Bon bref, c'était plutôt Pape Gueye. Donc voilà, c'était plutôt une défense à 3. Par moments, ça repassait à 4. Avec un Balerdi qui a toujours été plutôt correct. Il y a eu quelques difficultés à gérer Gboho. D'ailleurs, on voit que si Balerdi est plus sur la droite, c'est aussi parce que le TFC a plus attaqué donc sur leur côté gauche, donc sur le côté droit de l'OM, et qu'il a fallu vraiment gérer ce Gboho qui a été un véritable poison. Donc on voit ça un petit peu. Et ici donc voilà, il y avait Gueye souvent qui revenait là. Gueye dont il va falloir parler, qui est un joueur assez moyen. Hein. Je me souviens du catastrophisme quand il allait pas prolonger. Moi, j'avais déjà dit, je comprends pas pourquoi. Pour moi, c'est un peu le Jean Onana de l'OM. Donc on avait fait tout un drama sur le fait qu'on signe Jean Onana, et on faisait tout un drama sur le fait qu'on n'allait pas prolonger notre Jean Onana qu'on a depuis 4 ans. Bon, voilà, écoute, Pape Gueye, je sais pas, moi j'aurais pas de regrets sur son départ. Et ensuite, on voit que l'animation offensive, c'était quand même un peu n'importe quoi. Donc c'était un petit peu, ok, à la limite les côtés. Et après, on est tous dans l'axe. Et puis, bon, après, c'est un peu particulier parce que forcément les joueurs ont beaucoup bougé en cours de match. Je pense que c'est pour ça que il y a cette position moyenne qui est un peu n'importe quoi. Mais oui, on avait en tout cas un vrai duo Correa-Aubameyang devant. Et après un milieu Unai, Verretou, Onana qui faisait ce qu'il faisait au milieu. Voilà, ouais, c'est ça, le 17 c'est Onana et le 22 c'est Gueye, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, ça a été un match un peu particulier. On nous dit parlons de Joachim. Ben justement, dites-moi ce que vous avez pensé du match de Joachim. Vas-y, dites, parce que moi sincèrement, j'aimerais savoir ce que j'en pense, mais ce que j'en pense n'est pas très positif. 28 ballons touchés de Joaquin Correa, donc c'est assez peu. Pierre-Emerick Aubameyang en a touché 27, mais à la différence de Correa, il a frappé 4 fois au but. Il s'est montré dangereux sur cette volée, sur ce poteau, sur ce truc. En fait, même s'il a touché peu de ballons, Aubameyang a fait ressentir sa présence. Correa, avec à peu près le même nombre de ballons touchés, difficile de dire qu'il ait vraiment fait sentir sa présence. Il y a peut-être eu, il y a une action à un moment qui est pas mal. D'ailleurs, on voit, il y a une passe clé qui amène donc à un tir. Je sais pas laquelle c'est, mais il y a un moment où il fait une feinte de frappe, une feinte de corps, il est servi dans la surface. Bon, après, c'est bien défendu côté toulousain, mais ouais, que dire de Correa, si ce n'est que bon, il a été anonyme, quoi, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire je n'ai jamais vu de ma vie un joueur aussi nonchalant, je crois, nous dit Snally. Ne parlons pas de Joaquin, finalement, Slim, tu ne veux plus en parler. Il a un problème physique, c'est pas possible autrement. Je peux pas croire qu'il ne s'agisse que d'envie, trop de lacunes dans sa motricité même. Mais Iliman est-il meilleur qu'Okorea? Pas les mêmes défauts, mais je pense que moi je pense pas qu'il ait un problème physique, même s'il revient quand même d'une grosse blessure. Faut se souvenir de la manière dont il s'était fait déchiqueter contre l'Ajax, donc forcément ça prend un peu de temps de revenir d'un coup comme ça, d'une blessure comme ça. Mais par contre, en fait, je pense que Correa, c'est le genre d'histoire dans 5 ans ou dans 10 ans, on aura sa version de l'histoire et il t'expliquera qu'il était en dépression ici, qu'il aurait jamais dû venir, qu'il a pas compris, qu'il est venu pour Marcelino mais que ça s'est pas bien passé, qu'une fois qu'il arrive plus ou moins à se faire sa place avec et déjà il arrive avec Marcelino et déjà tout le monde le regarde en se disant mais c'est qui ce mec, on n'en veut pas, rendez-nous Suarez. Donc déjà le gars n'arrive pas en terrain conquis. Alors que il était plutôt coté en Italie, il arrive en France comme la dernière des cloches, quoi. Vraiment, personne ne voulait de Correa. Vraiment, c'était, on avait l'impression qu'on avait recruté l'ailier de Laval avec tout le respect que j'ai pour Laval, surtout qu'ils font une saison plutôt
plutôt correct, donc voilà, mais déjà le mec n'arrive pas en terrain conquis. Il arrive avec la comparaison très difficile à tenir de Sanchez. Après, il a un langage naturel, un langage corporel naturel qui renvoie à une idée de nonchalance. En plus, donc ça commence à faire beaucoup là. Et en plus de ça, le coach qui le voulait se casse parce que ça se passe mal au club. Donc le gars il se retrouve là. Il devient un peu un symbole du recrutement n'importe nawak de l'été. Il essaye de revenir. Il revient un peu avec Gattuso de manière très très moyenne, hein, parce que même avec Gattuso, il fait des matchs aussi assez neutres, surtout que les matchs de Gattuso étaient neutres dans tous les cas, et il se blesse, et après il est complètement mis à l'écart. Donc en fait le gars, je pense qu'il vit un peu un cauchemar, qu'il en a un peu rien à foutre d'être ici, en fait qu'il est un petit peu là, je pense que lui, il est venu là, j'allais dire par opportunisme, même pas, parce qu'il avait pas trop d'autres choix. À l'Inter, c'était bloqué pour lui. L'Inter voulait s'en débarrasser. Finalement, on lui propose de venir à Marseille. Il doit avoir sans doute parlé avec le président, avec le coach, qui lui disent oui, non, mais nous, on a une idée claire pour ce qu'on va faire de toi, tout ça. Le gars, il doit se dire bon, déjà, j'arrive dans ce club. Moi, je viens de la Lazio, de l'Inter. Ça va, tranquille, j'ai le niveau sans problème. On l'accueille assez mal, et lui le fait un petit peu avec genre non, moi, je veux réussir tranquille. Et tout se passe mal pour lui. Donc je pense pas que... Je pense que c'est l'ensemble d'une histoire qui est désastreuse avec Correa en fait, et qu'il représente, il représente vraiment la saison de l'Olympique de Marseille. C'est une erreur de casting. Voilà, c'est une erreur de casting, mais c'est pas un joueur, c'est pas un bidon quoi. Il a été bon dans sa carrière. Je vous l'ai montré la dernière fois. Il a 19 sélections en équipe d'Argentine à travers le temps. Il a fait des bonnes saisons à la Lazio. Ce qui enclenche un transfert à l'Inter avec un certain prix. Son transfert à l'Inter, c'était il y a 2 ans. Donc c'est pas un joueur aussi nul que ce qu'il nous montre depuis qu'il est à l'OM. Mais par contre, en fait, il n'a rien à faire à l'OM. Lui, il est pas surmotivé à l'idée d'être à l'OM. Et l'OM n'a pas spécialement besoin de lui depuis que Marcelino s'est cassé. Et voilà. Donc on se retrouve avec cette situation. Là, Gasset essaye de le relancer. Voilà, Snally qui nous dit le pire, Mourad, c'est qu'on voulait en faire notre ailier gauche. Oui, voilà, c'était Marcelino qui s'était dit ah oui, il y a 7 ans, il jouait ailier gauche à Séville. Vas-y, viens, on va refaire ça. Bon, voilà. Et puis après, il est parti. Donc, ouais, c'est vraiment Correa, c'est un symbole de la saison 2023-2024 de l'OM. Comme dit Plouf le chat, c'est un pari de Longoria Correa. Un de plus, si ça marche, c'est tout bénef. Si ça rate, retour à l'envoyeur. Voilà, je pense que c'est ça, et que en attendant, oui, en effet, on est un peu catastrophé par ce qu'on voit. Et ouais, c'est dur. En fait, on a envie de dire que c'est dur pour lui, mais forcément, on a l'impression qu'il s'en tape. Je pense pas qu'il s'en tape. Donc c'est pour ça qu'on n'a même pas envie de dire c'est dur pour lui, parce qu'on se dit mais il s'en tape le mec. Mais je pense pas. Je pense vraiment que c'est son langage naturel. Voilà. Donc Correa hier a eu sa chance, et voilà. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas été très bon. Alors, on peut quand même dire que, vous savez que moi, je suis partisan d'Iliman Ndiaye, mais que Iliman Ndiaye n'a pas fait beaucoup mieux quand il est rentré. Donc ce poste de deuxième attaquant, il est toujours vacant. Après, si je dis pas de bêtises, Marcelino a aussi compris que c'était pas bon à gauche. Il a voulu mettre Unai à ce poste. Non, Unai, en fait, il le met même avant l'arrivée de Correa. C'était un peu cette idée d'avoir un truc asymétrique où le milieu gauche rentre dans l'axe, et
Et Unai, ça devait être un petit peu ça. Il fallait peut-être qu'il lui fallait peut-être du temps pour s'imposer à ce poste-là. Et Ras nous dit quoi? Il manque de puissance et a perdu son explosivité. Époque Lazio et perd des duels. Ouais, oui, et puis en plus, les duels entre la France et l'Italie, tu les joues de manière différente. C'est pas qu'il y en a qui ait une manière meilleure ou une autre, mais il aurait aussi fallu qu'il s'impose là. Et le mec, il s'est pas imposé, enfin voilà, Correa, c'est un symbole de la saison ratée. Franchement, et c'est dur parce que c'est dur parce que moi, j'ai pas envie de lui taper dessus parce que c'est facile. Mais c'est un symbole des paris de Longoria ratés. C'est un symbole des joueurs qui n'ont pas forcément l'état d'esprit, qui sur le papier peuvent peut-être, tu peux peut-être te dire, oh oui, ben il est référencé, machin, tout ça, ça va nous apporter un vrai plus. Mais s'il n'a pas la motivation au max pour s'imposer à l'OM, ben ça suffit pas d'avoir été le joueur clé de la Lazio pendant quelques saisons. Non, ça suffit pas, il en faut plus. Donc c'est complètement raté et en plus c'est un peu c'est un gros salaire, ça peut être un problème au niveau financier. Donc voilà, Joaquin Correa, c'est raté, sans oublier qu'on ne savait pas quoi en faire sur le terrain, un coup à gauche, un coup deuxième attaquant. Compliqué. Voilà. Au final, quel joueur a une place stable dans le 11, nous demande Ras? Bah, il y en a quelques-uns. T'as Paul Lopez, Balerdi, sur ceux d'hier. T'as Paul Lopez, Balerdi, Verretou, et Aubameyang. Et normalement, bah, t'as Kondogbia qui doit être là aussi. Et en défense, Mbemba, s'il n'est pas blessé, parce qu'il y a aussi les joueurs qui ne sont pas blessés. Mbemba, Klose. En fait, tu as à peu près une équipe type. Si tu te dis, sans les blessés, tu vas avoir ton équipe type avec tes titulaires, qu'on le veuille ou non, mais tu vas avoir Paul Lopez, Mbemba, Balerdi, Klose. Normalement, Merlin à gauche aussi. Bon, à la limite, on va dire que Merlin, il lui reste encore à prouver des choses. Verretou, Kondogbia. Et c'est devant où ça pêche un petit peu, quoi. Parce que, ouais, devant, bah, tu t'arrêtes un petit peu à Aubameyang. Donc, ça te fait 7 joueurs sur 11, mais en sachant que tu as des Quentin Merlin, des Valentin Rongier qui doivent normalement revenir, des mecs comme ça, des Harit qui jouent beaucoup. C'est vrai. Après, j'ai un peu du mal à me dire qu'il est indispensable à l'OM parce qu'Harit, oui, je l'aime bien, mais c'est, voilà, quoi, c'est quand même, en fait, Harit, c'est un excellent remplaçant, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que c'est ça. Et voilà, donc tu as quand même une équipe quelque part, mais voilà, il faut qu'elle soit animée de quelque chose, il faut qu'elle sache où elle aille, il faut qu'elle ait un petit peu de réussite, puisqu'hier, Aubameyang a encore touché le poteau. Et que tu te fais égaliser dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur une mauvaise sortie de ton gardien et un duel qui est pour le moins discutable, mais où Pape Gueye ne discute pas. Parce que tiens, on peut parler aussi un peu parlons un peu de Pape Gueye aussi, parce que hier, je sais plus, enfin, j'ai mis un truc sur Twitter où c'était Olympioscope qui mettait ça, et voilà, Pape Gueye, pour moi, c'est pas possible son match. Je lui ai répondu, c'est l'éternel neutre, ni rayonnant physiquement, ni sans impact, ni mauvais avec le ballon, mais pas vraiment bon, plus vraiment inexpérimenté, mais pas vraiment expérimenté, a déjà fait quelques bons matchs, mais jamais une saison ou demi-saison pleine, joueur mid ultime. Et vraiment, je me souviens des cris d'Orphée quand Pape Gueye allait partir en fin de contrat, machin, alors qu'il demandait le salaire de Kevin De Bruyne, et qu'on disait non, il faut absolument le prolonger, parce qu'en fait Pape Gueye, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu jouer, donc on se disait ah bah c'est un monstre, ça doit être un monstre. En fait, les joueurs qui ne jouent pas, on se dit ah bah ça doit être un monstre, en fait. En fait, quand un joueur ne joue pas, on se repose sur des articles, sur des compiles, sur les bons souvenirs.
mais même quand un joueur a été nul, on garde cet espoir qui se repose sur les articles, sur les compiles, sur des choses comme ça, et on trouve des espoirs. Mais Pape Gueye, c'est un joueur, sans être méchant avec lui, c'est un joueur moyen quoi. Alors bien sûr à l'OM, on est obligé de dire oui, c'est compliqué parce que il a été un peu mis au placard, machin. Bon, il a été suspendu, truc. D'accord, très bien. Mais très bien. Bon, peut-être que si Marcelinho, peut-être aussi que c'est le genre de mec, si il rencontre un coach qui lui convient parfaitement, le gars prend une autre dimension. Mais ça n'a pas encore été le cas en fait, ça n'a pas encore été le cas. Et il commence à avoir 25 ans et ça fait 4 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille. Et voilà, le moment où il a plus joué, c'est quand il a été prêté à Séville, où il fait un bon prêt, mais il est pas dans le groupe d'Europa League machin. Et c'est pas non plus, c'est pas le Lucas Ocampos d'il y a quelques saisons à Séville qui était vraiment leur joueur clé. Ça a été un joueur utile pour eux, et à un moment, voilà, il a une bonne série. Voilà, il fait une bonne série, il est pas mal, il a du temps de jeu, c'est correct, mais oui, en fait. Je sais, moi j'ai pas vu ces matchs avec Séville, donc voilà, mais à l'Olympique de Marseille, par contre, ça fait 4 ans que j'attends qu'il explose, Pape Gueye. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, s'il part gratuitement, voilà quoi, il part gratuitement, il arrive pas à s'imposer, et on a essayé plein de trucs différents avec lui, plein de postes, machin, il stagne, Gueye, quand même, il stagne, et puis il montre pas une personnalité délirante non plus, Pape Gueye. C'est un joueur qui à l'OM, il faut une personnalité un peu délirante quand même pour s'imposer dans ce club. Il faut vraiment être fort, il faut vraiment avoir ce côté. Je sais que c'est pas le joueur préféré de tout le monde, hein, mais quand Valentin Rongier, quand tu dors, il dit à Valentin Rongier, ou Sampaoli qui lui dit oui, non, moi j'ai pas besoin de toi, machin, et que Rongier dit non, je vais m'imposer, qui travaille plus dur et qui fait plein de trucs, machin, et qu'après on lui dit tu vas jouer à arrière droit, et qui dit oui, pas de problème, je vais jouer à arrière droit, machin truc. Il faut avoir ce type de personnalité quand même à l'OM. Et Gueye, c'est l'archétype du gentil joueur, quoi. C'est l'archétype du ouais, non, mais il a été grand espoir du foot français, machin. Il a 25 ans maintenant, Pape Gueye. Et il a 25 ans, il a montré certaines aptitudes, mais il est pas très puissant physiquement. Il est c'est rarement lui où tu vas te dire ah ouais, il a écrasé le milieu de terrain adverse, tous les ballons sont passés par lui, il a pas perdu un seul ballon au milieu de terrain, machin, truc, ça a été un enfer où tu sens qu'il se fait sentir. Non, tu le sens pas, il est assez anonyme dans les matchs. Voilà, je sais pas, physiquement c'est pas dingue, dans l'utilisation du ballon c'est pas dingue. On a cru voir, hein, moi je me souviens, la première saison sous Villas-Boas à Rennes, où avant qu'il se fasse expulser, il fait des transversales, machin, tout ça, ça paraissait très bien, mais après il se fait expulser, et voilà. Donc bref, Pape Gueye, écoute, on va lui souhaiter le meilleur, mais c'est un joueur qui aura pas fait un passage raté à l'OM et qui aura pas réussi grand chose à l'OM finalement. Ça aurait été très moyen. Très 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 moyen, Pape Gueye. Et donc pour revenir sur son match d'hier à Pape Gueye, ça a été sur tous les corners, il se fait prendre de la tête. Moi je veux bien reconnaître que ce duel, il y a moyen peut-être de contester, mais est-ce qu'il conteste quelque chose? Non, Pape Gueye, c'est oh mince, on a pris un but. Au niveau de la personnalité, voilà, c'est moyen. Au niveau donc des duels aériens, c'est moyen. Le mec il fait combien, Pape Gueye? Il est grand quand même. Combien nous dit 1m89. J'ai pas l'impression qu'il prend beaucoup de ballons de la tête, Pape Gueye. En fait, j'ai pas l'impression qu'il prend beaucoup de ballons de la tête, j'ai pas l'impression qu'il gagne beaucoup de duels, j'ai pas l'impression qu'il relance beaucoup de ballons très bien. Alors il a fait 5 tacles quand même, c'est à souligner, c'est pas toujours bon signe quand on fait des tacles. En fait voilà, je sais pas, Pape Gueye, il avait fait un bon match à Clermont il me semble, mais Pape Gueye c'est un peu comme Amin Harit, c'est des bons remplaçants.
Voilà. Mais il y a des moments où on en fait des joueurs de dingue. Alors qu'en fait ce sont des bons remplaçants et que pour aller jouer à Clermont, quand tout tourne, machin, tout ça, bah c'est bien d'avoir Pape Gueye. Tu le mets dans l'équipe mais dans ce qu'il a fait à l'OM pour l'instant, voilà, bon remplaçant. Bon remplaçant notre ami Pape Gueye qui donc hier n'a pas fait grand chose. Tiens, d'ailleurs on n'a pas regardé les stats générales. Est-ce que c'est encore 95 ballons quand même, hein. C'est le Marseillais, même voire le joueur sur le terrain qui touche le plus de ballons hier, Pape Gueye, et la qualité technique du match est assez pauvre. Ça dit aussi quelque chose de son match. Voilà, ça sert pas à grand chose quoi, un Pape Gueye dans une, enfin, faut pas être méchant, là je suis méchant sans raison, mais joueur moyennasse. Je vois aussi qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient assez mécontents d'Ulysse Garcia. Ulysse Garcia, bah c'est pareil, en fait pour moi Ulysse Garcia, Pape Gueye, Amin Harit, ça rentre dans la même catégorie, c'est des remplaçants. Et Jean Onana, moi sincèrement je vois beaucoup de limites à Jean Onana. Mais Jean Onana, Pape Gueye, pour moi c'est un peu le même combat quoi. Ce sont des remplaçants, des joueurs dont je n'attends pas grand chose, même si j'ai vu Jean Onana réaliser un grand match à l'Olympique de Marseille contre Monaco. Il avait été bon, souvenez-vous, le match du raté de Vitinha là où on fait 2-2, il avait été excellent. Il avait été excellent, limite j'ai envie de dire ok, Pape Gueye avait été bon contre Clermont, mais ouais, bref, c'est très moyen. Donc les joueurs étaient un peu fatigués, même si au final ça m'a un peu surpris, mais aux expected goals l'OM est devant, 1,07 contre 0,65. D'ailleurs je vous partage bien mon écran, ouais. Et sur donc là 1,1 contre 0,6 sur le modèle de FBref, mais dans tous les cas tout le monde met l'OM un peu devant aux expected goals, ce qui m'a un peu surpris parce que j'avais l'impression qu'on n'avait rien créé et qu'il y avait 2-3 situations pour Monaco dans les 20 premières minutes où l'OM galérait, notamment sur le placement, etc. Bon, voilà, encore une fois, c'est difficile de leur reprocher de pas galérer sur leur placement en sachant c'est des remplaçants, c'est des mecs comme ça, machin, tout ça, mais ça a été assez difficile jusqu'à voilà à peu près là, on voit ici, parce que Marseille est en jaune là sur les lignes, il y avait rien, et puis à la 30e ça fait boum, et il y a eu une grosse occasion, puis après il y a eu le but de Jean Onana. Il me semble que là après il doit y avoir un poteau aussi de Aubameyang, machin, et malheureusement tu te fais égaliser et tu te prends ce deuxième but. Bon, bref, ça a été un match compliqué. Mais je t'assure, hein, je vous remets le chat là, mais Ulysse il dit contre Monaco on n'a pas vu le même match alors, mais attends, non c'était pas Monaco, non c'était Strasbourg, un match où on est à 10, Metz, excuse-moi, voilà, et Jean Onana a été bon contre Metz, le match où Samuel Gigot se fait expulser et vraiment il est bon, et c'était une surprise parce que voilà, il était on n'attendait rien de Jean Onana, mais vraiment il avait été très bon ce match-là, je vous assure, hein, ça paraît être irréaliste, mais non, il avait été très bon. Alors c'était un match de merde, hein, on va le dire. Mais lui, étant donné qu'on avait fait sortir, il était un petit peu seul au milieu, tout ça, et il avait récupéré plein de ballons, son utilisation du ballon c'était correct, il y avait il avait touché 103 ballons contre Metz au Vélodrome. C'est ce match où Samuel Gigot se fait expulser en accrochant Mikotadze, et il s'était montré offensif, il avait gagné des duels, et je m'en souviens parce que c'était surprenant en fait de voir Jean Onana aussi utile. Il a jamais reproduit ce genre de prestations. Il a pu jouer un peu les utilités à gauche à droite, mais jamais être aussi bon. Mais sur ce match, vraiment, il avait été bon. D'ailleurs, regardez, je pense que c'est lui qui a la meilleure note. Il a 7,06. Bon, on avait été vraiment nul. Il y a Aubameyang, ok, qui a 7,28. Mais on avait été vraiment nul sur ce match. Mais lui avait été bon. C'était un peu la surprise du chef. Donc voilà.
Voilà, voilà. Ils ont le droit de faire un bon match des fois, disent Duke. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut devenir un super joueur de Ligue 2, dit Slim Zero. C'est un peu ça, où je pense que Jean Onana, c'est un bon joueur pour le bas de tableau, ce genre et encore, voilà, voilà. C'est compliqué, et puis voilà. Plouf qui dit aussi, Pau ne doit jamais sortir comme ça, on doit gagner le match même dans la douleur. Ce qu'a dit Gasset dit le tournant du match, c'est l'égalisation. Et c'est l'égalisation à 1-0 parce que dans sa tête, à 1-1, parce que dans sa tête, tu rentrais au vestiaire à 0-1 et après tu gérais un petit peu. Il avait prévu de faire tourner à la 60e, d'ailleurs ce qu'il va faire, puisque il y a Aubameyang, je sais plus qui, enfin il y a 2-3 joueurs qui sortent à ce moment-là. Je pense même il fait un triple changement, donc il avait prévu de faire ça. Et tu te fais égaliser juste avant de rentrer au vestiaire, donc voilà, donc ça craint et c'est une mauvaise sortie. C'est un mauvais duel de Gay et c'est même pas un bon. Et on n'a même pas réclamé quoi que ce soit, quoi. On n'a même pas réclamé quoi que ce soit, donc on aurait pu peut-être aller gratter un ascenseur de Nicolas Hyssen sur Gay, mais non, on a fait genre, oh mince, allez, on va se replacer. Donc voilà, ce match, c'est un peu Gay à l'OM, quoi. Il est tellement lent dans l'exécution, c'est grave. Il ne peut résister à aucun pressing. Pourquoi ne pas avoir mis Daou plutôt dans la rotation si c'était pour recruter un mec comme ça, le dit Ugly sur Onana, je suppose. Mais regarde, tu as Daou. Daou, hier, c'est dur. Autant il fait une bonne entrée contre Benfica, autant hier, franchement, ça a été dur. Et c'est normal, c'est un jeune joueur, donc je vais pas lui jeter la pierre, mais il a galéré hier vraiment sur son placement, sur les duels. Les 2 premiers ballons qu'il touche, c'est 2 fautes, il commet 2 fautes, il rate, il est pas toujours très bien placé, il est pas toujours... Mais c'est normal, c'est un jeune joueur qu'il faut faire rentrer plus souvent, qu'il faut mettre le plus en confiance possible, etc. Donc voilà, donc je pense que ouais. Daou, c'était un peu dur hier, mais voilà, mais il faut continuer à l'encourager et surtout ne pas le laisser enfin, il faut encourager les jeunes et puis moi j'ai beaucoup aimé et c'est un truc qui me tient un peu à cœur parce qu'on dit tout le temps ouais à l'OM on détruit les jeunes, on les massacre, on peut pas faire jouer des jeunes. Non, quand Daou et Lafont sont entrés contre Benfica, ils ont été surapplaudis, on les a vraiment poussés, on leur a vraiment mis le maximum de bonnes intentions et ça c'est important quand même. C'est important de le souligner. Pour peu que ça fonctionne, le public du Vélodrome, il va te pousser comme jamais si tu es un jeune du centre de formation. Et Stanley qui dit aussi Onana a 24 ans, c'est pas non plus le vieux de 30 ans qu'on pourrait croire. Oui, c'est vrai. Non, mais après, je sais plus ce que dit Uglis, il a raison, il est lent dans l'exécution, il peut pas résister au pressing. Et ça, c'est vrai, et notamment dans ses orientations de corps sur l'un des premiers matchs qu'il joue à l'OM, c'était à Rennes, il me semble. Il était toujours mal placé. On essayait de ressortir avec lui au milieu de terrain, dans l'axe. Et il était tout le temps dos au jeu. Donc forcément, comment tu veux, si t'es dos au jeu, orienté vers l'avant, tu ne peux pas. Donc voilà, je pense que moi j'ai pas de problème sur le côté. On a recruté Jean Onana parce qu'il y avait personne. On le met là et puis il fait le nombre. Lui semble avoir compris qu'il ne resterait pas. Et c'est bien. Voilà, il aura servi, il aura fait ce match contre Metz où on n'avait plus personne, où tout le monde s'est blessé. Hier, voilà, on ressort de ce match européen. On a besoin de mettre un mec sans cramer le jeune Daou. Bon, bah, on le met lui. Il fait pas un match désastreux. Il marque même un but. Par contre, en effet, dans l'utilisation du ballon, compliqué tout ça, mais il était vraiment là juste pour jouer les utilités. Donc c'est voilà. On a reporté le match de Nice, ça nous permet d'avoir une semaine entre l'aller et retour de la demi, mais du coup ça nous fait 4 matchs d'affilée avant l'aller, c'est bizarre ce que fait la Ligue, non. Mais le truc c'est qu'on arrive en fin de saison, donc il va falloir les jouer,
Et tu te dis, bah, écoutez, dans tous les cas, ces matchs-là, il aurait fallu les jouer dans cet espace-temps. Donc là, tu dis, bah, on fait le max pour que entre l'aller et le retour de la demi-finale, vous ayez un temps de récupération. Et je sais que l'OM en a besoin. On a vraiment besoin parce que c'est compliqué au niveau de l'effectif. Après, là, on va avoir des joueurs qui vont revenir. On espère que Mbemba, Gigot, par exemple, si déjà tu as Mbemba et Gigot hier, il y a des choses que tu peux faire de manière un peu plus simple. Amir Murillo, il pouvait pas, je pense, jouer beaucoup plus que 65 minutes. Il va petit à petit retrouver du temps de jeu. Normalement, Klose, on avait annoncé un retour dans les semaines à venir. Donc, si tu récupères Klose, Merlin, on sait pas exactement, mais si tu récupères un peu de monde, bon, c'est surtout en défense quoi où t'es dépeuplé et t'as pas mal de mecs, genre les Jean Onana, Ulysse Garcia, Pape Gueye, si Gigot, Mbemba, Klose, Merlin reviennent, bon ben ces gars-là, on va déjà beaucoup moins les voir et ce sera déjà peut-être un peu plus simple pour ressortir des ballons, par exemple. Parce que c'est vraiment la ressortie de balle et la manière dont on a joué, ça a été compliqué. On va faire un petit tour sur les notes de l'équipe. Voilà le truc global. Voilà. Donc on a Pau Lopez 3, Murillo 5, Balerdi 6, Pape Gueye 3, Ulysse Garcia 5, Verretou 5, Onana 6, Unai 4, Luis Enrique 4, Correa 3, Aubameyang 6. Bon, voilà, c'est les notes. Onana, peut-être peut-être qu'Onana, il aurait plus mérité 5. Verretou, Unai a fait quelques bons trucs et d'ailleurs quand il sort, en fait, on n'est plus capable d'utiliser le ballon du tout. C'est trop léger ce qu'il fait, mais bon, voilà, je pense qu'Unai et Verretou font des matchs à peu près similaires. J'ai pas grand chose à dire, et Pape Gueye, on en a beaucoup parlé. Pau Lopez, il te flingue un peu le scénario du match par sa sortie ratée. Donc voilà. Je pense que c'est logique. Santo qui dit Unai c'est hard comme on est sévère. Mais ouais, mais c'est parce que c'est un peu à la hauteur des attentes, c'est-à-dire qu'à un moment et c'est aussi à la hauteur de son temps de jeu, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup quand même Unai et qu'on en a beaucoup attendu d'Azzedine Ounahi. Donc en fait quand tu hype un joueur autant que ça, je le dis pas toi personnellement, mais les supporters de l'OM, lorsque tu hype autant un joueur, ça crée des attentes très très forte et Azzedine Ounahi, on l'a beaucoup hypé sur le fait de sa Coupe du Monde, sur sa première entrée sur sa première entrée contre Nantes, etc. Et le mec a quand même participé à 32 matchs. Bon, c'est 1919 minutes, donc c'est pas il n'a pas toujours été titulaire, mais il y a quand même un bon paquet de titularisations dans le tas et c'est, en fait, on attendait monts et merveilles de ce mec. Et pour l'instant, on a une ni mont ni merveille. donc voilà, c'est trop limité. C'est trop limité, mais oui, mais quand tu as des peintres devant toi, que tu leur fais des passes qui transforment rien, comment on fait? Dit Santo, mais alors déjà tu as quand même Aubameyang qui est quand même pas mal, donc voilà. Ensuite t'as aussi des joueurs genre Amin Harit avec qui il s'entend bien. T'as pas que des peintres, mais par contre en fait moi je l'ai pas trouvé si mauvais hier Ounahi. En vrai je l'ai pas trouvé bon, mais je l'ai pas trouvé si mauvais. Voilà, comme tu dis Uglis, hier Ounahi il est impliqué dans toutes les bonnes actions de l'OM. Je suis plutôt d'accord. Et donc voilà, jeudi aussi, nous dit Snally, jeudi je l'ai trouvé aussi bon, et sur le match aller contre Benfica, je l'ai trouvé excellent. Donc en fait Ounahi pour moi il est dans la meilleure période de sa carrière olympienne pour l'instant. Les 3-4 derniers matchs c'est un peu la meilleure période de sa carrière olympienne. Peut-être qu'en effet il a eu aussi des problèmes perso dans sa vie perso machin, donc peut-être qu'il est en train de dépasser ça et que là
il prend un peu de confiance et peut-être qu'en effet là on est un peu trop sévère sur lui. Donc voilà, Unai là il faut qu'il passe la seconde pour ne pas nous faire une Pape Gueye et rester sur ce rôle d'éternel espoir. Il y a vraiment il y a vraiment quelque chose de correct. Son jeu défensif est au niveau 0. Dit The Duke, c'est un peu dur, mais clairement défensivement c'est pas son fort. En fait, c'est vraiment un joueur. Gattuso apparemment le voyait comme un regista devant la défense, et il y a un peu de ça chez lui. C'est un peu plus un distributeur. C'est plus un distributeur, un créateur qu'un défenseur. Mais il va falloir qu'il défende, parce que dans le foot moderne tout le monde défend. Donc voilà, à part si t'es Messi, et ce n'est pas Messi. Donc voilà, donc Unai, on est peut-être un peu difficile avec lui, on est peut-être un peu dur, mais pour l'instant c'est pas moi je trouve qu'il est mieux. Voilà, je trouve que depuis son entrée contre Benfica, il est mieux, donc on va pas le détruire. Ndiaye, c'est embêtant, ça devient un petit peu inquiétant. Bon, en même temps, il y a vraiment un truc où Ndiaye, Mumbagna, tout ça, une fois que tu fais tes changements à la 60e, en fait, l'équipe, elle existe plus, elle rentre dans son camp, il n'y a plus de jeu. Il y a un moment, Ndiaye fait une bonne passe à Mumbagna. Normalement, ça doit faire but, parce que c'est une passe décisive dans la surface, et Mumbagna, je sais pas ce qu'il fait, son langage corporel bizarre là, où il se jette et il prend tout sauf le ballon, donc ça finit pas au fond. Normalement ça fait but, mais ouais, Ndiaye c'est embêtant. Unai récupérait beaucoup de ballons à Angers. T'es certain de ça? Parce que Unai à Angers, je sais même pas si c'est vraiment de la folie à Angers. Unai, hein. Franchement, c'était un espoir, quoi. Mais est-ce que c'était un... Parce qu'il avait, au niveau du temps de jeu, on regarde, je vous ai bien remis ça, voilà. Au niveau du temps de jeu, c'était pas toujours titulaire. À un moment, il a pris une place, à un moment, il prend une place de titulaire, mais c'est pas toujours titulaire. C'était un très jeune joueur en même temps. Bon, voilà, c'était un très jeune joueur, et il va faire cette Coupe du Monde avec le Maroc, qui va faire qu'on va se dire waouh, sacré joueur. Mais c'est en fait ce qui saute aux yeux avec Unai, c'est sa qualité technique, et le fait que tu dises bon, ok, un joueur avec une telle finesse, c'est pas si courant dans le football moderne. Donc si on arrive à en faire quelque chose, ça peut être un véritable atout pour l'équipe. Mais ouais, quoi que je dis n'importe quoi, il était titulaire à la fin, Unai à Angers. Mais ouais, c'est pas suffisant pour l'instant. Il va falloir qu'il passe la seconde, parce que il est à l'Olympique de Marseille, parce que faire une bonne Coupe du Monde, il y en a d'autres qui l'ont fait, et que pour l'instant il est pas vraiment présent. Par contre, il courait beaucoup, il y avait des super stats sur les dribbles. Église qui dit son FBRF de 2021-2022 montre un joueur dans la moyenne haute défensivement. D'accord. Moi, peut-être, hein, vous avez raison. Hein. Vous avez sans doute raison, mais parce que c'est vrai que moi, j'avais vu sur quelques matchs, en fait, ce qui m'avait sauté un peu aux yeux avec Unai, dans ce Angers qui allait très très mal d'ailleurs, c'était que dans une équipe où c'était dur d'enchaîner 3 passes, même s'ils avaient vraiment très très peu de réussite, il était très très bon techniquement, très très bon dans la passe, très très bon dans tout ce qu'il faisait. Donc il était important. Mais par contre, voilà, déjà Angers, il a pas empêché Angers de couler. Bon, c'était pas lui qui ratait les occasions, parce que ils avaient un déficit vraiment par rapport à leurs expected goals, etc. C'était impossible pour eux de marquer un but, on aurait eu l'impression. Mais là, cette année, il est encore dans une équipe dans une situation compliquée. C'est pas lui qui te permet de retourner le truc. Donc et c'est pas à lui normalement de le faire, mais il plonge comme tout le monde. Voilà. Un truc d'Unai, c'est qu'il plonge comme tout le monde, donc il faut qu'il prenne un petit peu d'épaisseur et un petit peu de responsabilité. En fait, pas d'épaisseur physique, mais dans les responsabilités qu'il prend dans le jeu,
parce qu'il en est capable. Il est capable de faire des passes que les autres ne savent pas faire, ce qui est très énervant quand tu es au stade et que tu vois qu'il y a un mec qui est libre là-bas, tu dis mais lui là-bas, et que bah non, parce que le joueur qui a le ballon, il sait que s'il fait cette passe ça va être compliqué. Unai, des fois il l'a fait et tu dis ah bah voilà, ça fait beaucoup de bien. Et pour moi c'est vraiment ça la plus-value d'Azzedine Ounahi normalement à l'Olympique de Marseille. Enfin bon, on s'en tire avec un match nul, ce qui n'est pas génial au vu de, on va aller voir le classement de Ligue 1, ce qui n'est pas génial au vu de ta saison. Tu aurais bien eu besoin d'une victoire. Tu es désastreux à l'extérieur, machin, tout ça. Mais on prend parce que voilà, tu étais parti pour perdre ce match. Tu te raccroches à ce à quoi tu peux te raccrocher cette saison à l'Olympique de Marseille. On peut se dire qu'une égalisation dans les dernières minutes, ça donne du baume au cœur pour la suite. Donc là, on est à 40 points. Vous imaginez, 40 points, je pense que l'an dernier, je sais pas combien on devait avoir au moins 15 points supplémentaires. Et avec un match en retard. Donc un match en retard qu'il va falloir absolument l'emporter, parce que si tu l'emportes, eh ben tu repasses là. Tu repasses là. Et là, c'est une place potentiellement qualificative pour la Conference League. Potentiellement. Parce qu'il va falloir que le PSG batte Lyon en finale de Coupe de France, qui n'est pas encore fait. Donc voilà. Donc c'est mercredi le match. Mercredi, victoire obligatoire. Il y a pas, je pense que si tu gagnes pas mercredi, faut abandonner tout espoir de place européenne. Encore que oui, non, parce que ça va tellement lentement. Donc, imaginons que tu fasses un nul, tu vas dire ouais, mais regarde, on est 41 et que si pour peu que les autres ils fassent truc machin. Et puis pour être vraiment bien, il faudrait aller chercher la 6e place, quoi, histoire de se dire ok. Et la 6e place, elle est déjà à 6 points, hein, donc c'est pas si facile. Et c'est Lens qui l'a, et Lens va venir au Vélodrome. Donc vraiment, en fait, la semaine qui vient, entre les réceptions de Nice et de Lens, si tu fais 6 sur 6, je pense que tu t'es bien relancé. Et après, Lens-Lorient, Rennes-Lens qui sera pas simple, et Lens-Montpellier, où je pense que Lens-Lorient et Lens-Montpellier, ça peut faire 6 points. Rennes-Lens, ça va être un peu compliqué. Rennes peut aller s'imposer, mais peut aussi perdre là-bas. Dans tous les cas, là, c'est à l'OM de faire le taf, et là, il y a plus de possibilité de se dire oui, mes trucs, machin. Non, si tu ne gagnes pas Nice et Lens, bah, je pense que tu abandonnes tout espoir de qualification via le championnat. Donc voilà, messieurs, dames, on va faire un dernier tour sur le chat et puis on va s'arrêter. Ce qui donne du baume au cœur, c'est le discours de Verretou et celui de Mumbagna, je trouve, exigeant. On comptera les points à la fin de la semaine. Oui, après, moi, les discours, sincèrement, j'ai vraiment pris... j'ai vraiment fait attention à ne plus trop j'ai fait plus trop attention, parce que quand tu es dans une saison de crise, tout le monde te dit oui, machin, il y a tous les discours que tu veux entendre, parce qu'ils sont aussi briefés, et puis ils savent aussi ce qu'ils doivent dire. Wow, c'est bon, voilà quoi. Et j'ai vraiment rien contre Verretou, qui fait une saison admirable, ni contre Mumbagna, qui, je l'espère, fera une carrière à la Brandao à l'OM sans les ennuis judiciaires. Ennui ou pas d'ailleurs. Après, sur les 3 derniers matchs, t'étais à 60 points après 30 matchs l'an dernier. Donc voilà, en sachant que là tu es à 40 points. Donc voilà. Tu avais 20 points d'écart. Après, sur les 3 derniers matchs, il a 3. Nice et Lens à venir, ça pue du cul. Ouais, non, mais c'est le Vélodrome. En même temps, Vélodrome, t'es bon, donc il faut, c'est le Vélodrome et c'est ta dernière chance. Donc là, il faut tout donner. Tu calcules plus rien. Il faut absolument gagner. Et
Et c'est tout, voilà. Et si tu ne gagnes pas, écoute, tu auras mérité de ne pas te qualifier pour une Coupe d'Europe, parce qu'à un moment, tu peux pas toujours te dire oui, mais truc, machin. On a déjà eu beaucoup de jokers, là, il y en a plus. Et si il faut faire 6 sur 6, il y a pas d'autre choix. Ce qui est fou, c'est de se dire que si tu gagnes mercredi et le week-end prochain, tu es 6e. Je suis pas certain que tu sois 6e, même en gagnant ces 2 matchs, parce que quoique, oui, non, si tu aurais une meilleure différence de but, donc ouais, et surtout si tu as battu Lens, ouais, tu aurais une meilleure différence. Ouais, en fait, si tu serais 6e. Mais en même temps, 6e, je pense que c'est un peu la meilleure position possible pour l'OM cette saison, quoi. Tu peux pas aller beaucoup plus haut. On va y croire, le pessimisme n'atténue pas la douleur, d'après moi. Non, et puis j'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on est 6-5e, mais si on gagne, c'est fou. À lui mettre 96, t'as totalement raison. Et moi, franchement, le moment où on gagne des matchs avec Gasset, le fameux Redemption Tour, et que tout le monde dit ouais, mais regardez là, on casse tout, machin truc. Et on n'est qu'à 3 points de ça, on n'est qu'à 4 points de la 4e place. En fait, les saisons comme ça où tu dis tout le temps oui, on n'est qu'à 3 points de ça, on n'est qu'à 4 points de ça, mais que tu ne l'es jamais, pour moi, ça veut dire que tu ne vas pas l'être à la fin. Et ça craint, en fait, de se réjouir d'être à 3 points ou à 4 points de ça. Et c'est ce qui s'est passé cette saison. Donc ouais, t'as totalement raison. Ça fait 3 mois qu'on est à 6-5 points, à 6-5, si on gagne, c'est fou. Et ça fait... Parce que la Ligue 1 est aussi extrêmement lente. Parce que pareil, vous imaginez 60 points. Parce que 60 points, t'es 2e avec 5 points d'avance cette saison. Quand on disait sur la saison passée, à la même époque, t'as 60 points. Et avec 60 points, t'es 2e à 6 points du PSG. Avec 5 points d'avance sur la 3e place, t'es tranquille. Mais là, vu qu'on est assez mauvais, ça se passe comme ça. Huguelis qui dit les classements des derniers vainqueurs d'Europa League, 7e, 11e, 12e, on va mettre des cierges aussi. Et c'est ce que je disais il y a pas longtemps d'ailleurs. Enfin, en plus, je prenais même pas des exemples récents, mais je parlais à notre ami Nico du podcast qui me disait non, mais comment y croire contre Benfica? Je lui disais ouais, mais regarde quand Bordeaux ils vont en finale de l'UEFA en 96. Ils sont à 2 doigts de la relégation. Enfin, ils frôlent la relégation toute la saison. Quand toi tu fais une finale contre Valence, tu finis 5e ou 6e avec Anigo. Donc en fait ça existe et c'est vrai que là ces derniers jours il y a cette stat qui ressort un peu des derniers vainqueurs de l'Europa League, 7e, 11e, 12e. Bah écoutez, on prend pourquoi pas si on finit 12e et qu'on gagne l'Europa League. Tous les jours, je signe, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, oui, ce match hier, il a été vécu avec beaucoup de détachement, j'ai l'impression par tout le monde. On se dit, c'est bon, de toute manière, c'est le championnat, on s'en fout, on a un peu tout perdu. Mais voilà, il reste une chance de sauver les meubles et je pense que tu serais quand même un peu plus tranquille de te dire bon, je vais jouer l'Europe, je vais jouer une demi de Coupe d'Europe en étant bien en championnat, au moins en ayant une chance d'être dans les places qualificatives européennes. Si Leverkusen arrive bourré après le titre sur un malentendu, le problème c'est qu'ils ont été champions la semaine dernière, quoi. Donc je pense qu'ils auront des saoulés d'ici là. Mais sur un malentendu, après avoir fait tant d'efforts toute la saison, etc., ça peut se passer. Et puis ils doivent encore battre la Roma, hein, c'est pas dit. Hein. On peut aussi avoir une finale 60% Italie. Moi, la Roma, c'est une équipe qui a fait deux finales de Coupe d'Europe ces 2 dernières années. Certes, c'était avec Mourinho, machin, tout ça, mais deux finales de Conference League, d'Europa League, et qui est là est en demi-finale, qui a des joueurs de classe mondiale comme Paolo Dybala par exemple. C'est pas rien la Roma. Donc attention, entraîné par le comment on dit déjà les joueurs drapeaux là en Italie, je sais plus comment ils disent parce que je parle pas du tout italien, mais par notre ami De Rossi. Non, c'est attention, la Roma c'est pas dit que la Roma se fasse éliminer. Et puis en plus en Europa League,
Leverkusen, c'est souvent un peu ric-rac, mais même ces dernières saisons, ces derniers temps, c'est un peu ric-rac, mais même si c'est extraordinaire ce qu'ils réalisent, extraordinaire, incroyable, incroyable, et que c'est un véritable rêve, je pense, d'être supporter de Leverkusen cette saison. Mais voilà, attention. Et voilà, par exemple, sur le match contre Karabakh, c'est incroyable ce qui se passe. Karabakh-Leverkusen, Snally nous rappelle ça, c'est incroyable. En fait, ils doivent se faire éliminer, les amis de Leverkusen. Parce que c'était quoi déjà en fait, ils sont dans un truc où... en fait, le football, il y a quand même cette histoire de dynamique, de trucs, c'est important et ça compte. Et... voilà, donc en plus attends, c'est quoi, 2023, ils étaient déjà ensemble en poule, Leverkusen et Karabakh, parce que je regarde un peu, il y a là-bas ça fait 2-2 et en réalité il y a 2-0, ils égalisent à la 92e minute. À la 92e minute, vous imaginez un peu. Et à Leverkusen, Karabakh mène 2-0 à la 67e minute. Et ils reviennent 2-1, 2-2 et finissent par passer 3-2. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui... Et en plus de ça, oui, Karabakh avait pris un rouge. Donc c'est vraiment incroyable. Leverkusen, ces derniers temps, c'est assez incroyable. Ils sont sur un truc légendaire. Ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est légendaire. Mais pareil, là, par exemple, à West Ham, donc ils avaient gagné 2-0. Et c'est une équipe qui lâche pas parce qu'ils ils marquent à la 83e minute, 91e minute. Et... j'aime pas quand ça fait ça. Et au retour, en fait, West Ham mène 1-0 et n'est pas loin. Il mène 1-0 à partir de la 13e minute et il faut attendre la 89e minute pour que Leverkusen éteigne un peu le feu, quoi. Mais ouais, en fait, ça fait un moment là que Leverkusen est en mode survie, en mode on tient notre record. C'est beau hein, ce qu'ils sont en train de faire, genre même hier ils égalisent encore 97e minute, pardon, 97e minute, c'est incroyable ce qu'ils font, mais ça commence à ne plus tenir sur grand chose. Voilà, il y a des choses irrationnelles dans le foot, nous dit Snally, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je pense surtout qu'on va bien galérer à passer contre l'Atalanta, dit Uglis. Le seul réconfort, c'est que Gasperini a dit de grosses bêtises à propos de l'OM. Donc, c'est peut-être qu'il a mal préparé son match. Non, t'inquiète pas, il va très très bien préparer son match. L'Atalanta, c'est un club qui travaille très bien, qui a un modèle de jeu vraiment éprouvé. Ça va être très dur contre l'Atalanta. On se voit tous en finale, mais franchement, l'Atalanta va falloir les passer. Ça va être extrêmement dur. Et ouais, ça va être extrêmement dur, même s'ils sont pas dingues. Fait que les déclarations dont tu parles, Snally, nous diras, j'ai pas trop suivi. J'ai vu des trucs sur Twitter là, mais j'ai même pas lu parce que je me suis pas encore lancé dans cette préparation. J'ai commencé à acheter des billets de train cependant pour aller à Bergame. Cette fois-ci, mon bilan carbone sera bon en déplacement européen, donc c'est important. Ça va peut-être me prendre 10 heures de faire ça en train, mais ouais. Ça doit être marrant de préparer un match contre l'OM cette saison. Carrément, t'imagines, qu'est-ce que tu prépares entre le match contre Benfica et le match contre Toulouse? J'imagine les analystes vidéo qui... Mais c'est qui Jean Nana? Pourquoi il n'était pas là avant? Bon, j'imagine qu'ils doivent savoir, ils doivent préparer, ils doivent avoir un truc un peu avant ça, mais tu vois la défense centrale, tu dis ok, donc Balerdi on connaît, ça change d'un match à l'autre tellement, tu dois rien comprendre, quoi, tu dois rien comprendre. Donc ouais, c'était Uglis, je pense, qui parlait des déclats. Est-ce qu'on met Moumbagna titulaire maintenant? Mais est-ce qu'il serait aussi bon si on le mettait titulaire, Moumbagna? Parce qu'il a pu être titulaire, je sais pas. Je pense qu'il faut faire ce que Gasset fait, c'est-à-dire concerner le maximum de joueurs jusqu'au bout et
Et une fois que tu l'as fait, donc essayer de relancer. C'est pas mal ce qu'il essaye de faire avec Correa. Il a raison, essayer de l'impliquer parce que même s'il nous énerve, tout ça, c'est pas un mauvais joueur. Essayer de relancer Correa, de relancer Iliman Ndiaye. Mumbagna, il faut le gérer, donc pourquoi pas le mettre titulaire, etc. Pourquoi pas. Nice, j'ai vu Nice là contre Lorient. Donc Lorient leur offre un peu le match, hein, quand même, parce que Lorient fait un match, perd des ballons, tout ça. Mais Nice s'est relancé, ce qui est un petit peu embêtant. On va aller voir Nice qui a fait qui a gagné 3-0, il me semble. J'ai arrêté à 3-0 en tout cas. Et oui, bon, ça s'est arrêté à 3-0. Et ouais, Nice a été plutôt en réussite, avec un très bon Morgan Sanson d'ailleurs, qui faisait son retour selon les commentateurs, parce que j'ai pas spécialement suivi Nice, mais qui était pas dans une forme incroyable. Et il marque un superbe but, l'ami Morgui. Isaac Touré contre son camp, bon c'est un peu dur parce qu'il me semble que c'est Jérémy Boga, la balle va dans les filets, il est sur la route, bon voilà. Et Evan Guessant qui marque finalement le but à la 89. Ah oui, mais non, mais j'étais resté jusqu'au bout alors parce que je suis resté à 3-0. Mais ouais, c'est un peu embêtant qu'ils se soient relancés parce qu'ils étaient pas du tout sur une bonne série. Nos amis niçois, voilà, nul face à Reims, défaite à domicile contre Nantes, une défaite à Toulouse, il y avait une défaite à domicile contre Montpellier. Donc c'était pas dingue, mais voilà. Et j'ai vu aussi Ras demander si tu penses quoi du style de l'Atalanta face à l'OM. J'ai envie de dire, vu la saison, en fait, c'est limite ce qui peut nous arriver de mieux, parce que là, on a un style qui est ultra identifié, tu sais ce qui va se passer, et toi, tu n'en as pas. Toi, tu as un peu un truc où, pourquoi pas essayer de les contrer. En fait, tu peux te dire, bah écoute, le vieux sage, le vieux malin Gasset peut peut-être nous jouer un petit truc, trouver un truc, parce que tu sais, si tu connais le foot, et il le connaît, et ses analystes connaissent le foot, et ils savent comment joue l'Atalanta, tu sais exactement comment contrer ce genre d'équipe. Ouais, je pense qu'il va falloir jouer de manière plus directe, il va falloir éviter leur pressing, il va falloir profiter du fait que leur ligne de défense elle peut être haute, et que tu as un joueur qui est bon, dont la qualité principale c'est les appels dans le dos. Donc il va falloir faire ça, il va falloir bien le faire, et je pense qu'il y a vraiment un truc, Salut Ben Arfadis, bienvenue ici, c'est bientôt fini, mais en un contre un on a de la vitesse, et puis oui, il y a aussi dans pas mal de zones il y a du marquage individuel, donc si t'es dans un bon jour, tu peux vite faire des décalages. Il y a quelque chose à faire. Je pense que Gasset peut bien préparer ce match. Après l'Atalanta, attention, c'est adversaire sérieux, mais c'est pas le meilleur Atalanta de ces dernières années. C'est une équipe qui est 6e, qui avait un peu de mal à gagner en Serie A ces derniers temps. Donc il y a des choses à faire. Ils sont favoris pour moi, mais il y a quelque chose à faire. Reste jusque 14h, nous dit Ras. Bon, encore que vous me direz, j'ai pas grand chose de plus à faire aujourd'hui. Donc on peut. J'ai trouvé Daou, je l'ai trouvé tendu, beaucoup de pertes de balles. Ouais, on en a parlé un peu plus tôt dans le live, Menarfa. C'est d'ailleurs à thème si tu nous regardes. Oui, ça a été compliqué pour lui. Cette deuxième entrée, mais il est jeune, c'est normal. Peut-être qu'il était resté. Peut-être qu'il avait aussi un surplus de confiance par rapport à son excellente entrée contre Benfica. Donc voilà. On va bien voir, et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire contre l'Atalanta, mais avant l'Atalanta, il y a un dernier espoir de jouer un truc en championnat. Il faut absolument faire 6/6, gagner Nice et Lens. On gagne Nice et Lens, on est 6e. Et voilà. Et on n'a pas parlé d'Aubameyang parce que je vois que pendant que je regardais le match de Nice, là, vous étiez en train d'en discuter dans le chat. Je ne sais pas si ça a été dit, mais agréablement surpris par la capacité à enchaîner d'Aubameyang à 34 ans, surtout après une saison quasi blanche. C'est vrai, et
Et d'ailleurs, moi, je suis même surpris par la spontanéité et les gestes désolé pour peu esthétique, mouchage en direct, mais le truc genre sa volée qu'il sort, qui est le bon geste, le coup franc sur le poteau. Hier, il est peut-être plus en économie de ce qu'il fait, comme il l'a été et comme je lui ai reproché en début de saison. Mais maintenant, par contre, quand les quelques ballons lui arrivent, il en fait bon usage. Donc c'est assez surprenant. Et dans une équipe où tout le monde est cassé tout le temps, bon, c'est le seul qui parvient à rester valide. C'est pas rien et c'est très utile. Donc non, c'est un bon joueur. C'est une bonne recrue. Voilà, à un moment, il y a eu un truc qui était sorti cependant. Sur Twitter là récemment, il y a quelqu'un qui a fait les stats de comment ça s'appelle les expected goals en championnat, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup ils sont où ces stats, il a beaucoup rattrapé ce qu'il a pu faire c'était data quelque chose, je sais plus comment il s'appelait. Il a rattrapé beaucoup de son déficit en expected goals par rapport à la Coupe d'Europe où il surperforme, mais en championnat en fait il est tout le temps voilà, c'était ça. Attendez, je vais vous partager ça. Il a encore beaucoup d'occasions qu'il rate. Et ça me rappelle à une discussion que j'ai eue avec des amis, là, il n'y a pas très longtemps, où ils me disaient « Ouais, mais putain, contre Villarreal, il rate celle-ci, contre, je sais plus, c'était avant le match à Benfica, donc il dit contre Benfica, il m'en sortent 2-3, et c'est vrai que je me dis « Ah ouais ». Parce que donc là, c'est les surperformances, sous-performances dans les grands championnats, et Pierre-Emerick Aubameyang, et sans les pénaltys. Hors penalty. Donc hors penalty, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu marquer entre 13 et 14 buts. Et il en a mis 9 en Ligue 1. En Ligue 1, ce qui est important. Alors que voilà, par exemple, un Lacazette, il aurait dû mettre 7,10 expected goals et il en a mis 13. Alors je sais qu'on va dire, ah, c'est n'importe quoi, machin, les expected goals, qu'est-ce que ça veut dire, truc. Mais ça veut dire que tu as eu des grosses occasions et que tu n'as pas forcément mis. Après, on va aller sur FBref parce qu'FBref c'est pas mal pour ça. Après, si tu regardes la saison en Europa League et puis en Europe généralement de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est incroyable. Voilà, j'espère que vous voyez toujours bien. Est-ce que voilà, donc là en Europa League, il est à 5,3 expected goals, donc ça veut dire que et même non-penalty expected goals 3, et il a mis 11 buts, 10 buts, 10 buts et 3 passes décisives, ce qui est il a presque doublé ses expected goals, quoi. Donc c'est assez important. Je sais plus combien de penalty il a en Europa League, 2 ou 3, je me souviens de 2 face à l'Ajax. Et j'ai l'impression qu'il y en a un autre qui traîne par là. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pas rien, quoi. Il fait une très très grosse, peut-être plus, parce que ouais, s'il est à 3 non-penalty expected goals, ça veut dire voilà. Et puis il y a aussi les passes décisives en Ligue 1. C'est vrai que ça aussi, ça compte parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il a fait 7 passes décisives cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà, il y a un côté où il y a beaucoup d'éloges sur Pierre-Emerick Aubameyang qui, j'ai pas peur de le dire, réussit sa saison, est une bonne recrue. Mais par contre, voilà, il y a aussi des limites dans ce qu'il fait. Et c'est important aussi des fois de regarder un petit peu, de prendre un petit peu en fait, les stats, ça doit pas être des vérités définitives, mais ça peut nous aider à voir certaines choses. Et le pire, c'est que cette saison, Alexandre Lacazette, il est moins bon que l'an dernier, quoi. L'an dernier, c'est sans lui, je pense qu'il joue la relégation, quoi. Donc c'est un peu incroyable. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dis, Ben Arfa? Moi, je pense que c'est un gardien intéressant avec pas mal de potentiel. Vous parlez de qui de la rumeur Guillaume Rest à l'OM. Moi, je pense que ça coûte trop cher et puis il faut attendre
faut attendre comment dire, qu'il confirme aussi un petit peu. Voilà, voilà. Bon, messieurs, dames, je vais vraiment vous quitter parce que j'ai plus de voix. Il faut que j'aille boire de l'eau. J'ai du Fanta aussi. Et que j'aille manger. Brissamba, c'est trop cher aussi, j'imagine. J'imagine que Brissamba, ça doit coûter un petit peu cher. Et moi, j'aimerais bien qu'on recrute sans argent, en fait. On recrute souvent mieux sans argent qu'avec de l'argent, en fait. Parce que quand tu as de l'argent, tu recrutes n'importe comment. Donc, ce serait pas mal d'essayer de chercher des joueurs... d'essayer de conforter un peu ceux qui ont donné satisfaction et d'aller chercher 2-3 joueurs. Même, ou alors, si tu recrutes, il faut vraiment que tu recrutes... vraiment que des mecs qui t'apportent une grosse différence. Je vous dis à jeudi, puisqu'il y a match mercredi. J'essaierai peut-être de faire une petite vidéo sur la chaîne avant ça. Voilà, donc OM Nice ce mercredi, un match ultra important parce que c'est le dernier espoir en championnat. Nice et Lens cette semaine. Si les deux matchs se terminent par des victoires au Vélodrome où on est bon cette saison, on a encore une chance d'accrocher l'Europe en championnat. Donc une semaine très importante, on espère des retours, on espère des points en championnat et puis après on pensera à la Coupe d'Europe. On en reparle très bientôt les amis, à bientôt, merci d'avoir été là, merci de m'avoir accompagné et je vous dis à jeudi, ciao ciao.